Le Premier ministre a annoncé le retour à l'ordre constitutionnel en 2025. Au Mozambique, le président Daniel Chapo et plusieurs représentants de la société civile religieuse de l'opposition ont signé hier un accord de compromis politique pour un dialogue national inclusif. Les 27 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour un sommet extraordinaire de l'Union européenne consacré à la défense européenne et à l'Ukraine en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. En football, 5e journée en retard du championnat national de Ligue 1. L'USFAS chute à domicile devant les Super Lions. En messieurs, championnat national de Ligue 1 professionnel, la phase aller a été bouclée mardi. Dans la chronique judiciaire, nous irons à la découverte de la section administrative de la Cour suprême. Rendez-vous avec Garibou Pérou en fin de journal. Le journal. Moussa Papa Aïdara. Et c'est bien moi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Abrogation des actes de nomination des responsables administratifs, rélecture de certains textes juridiques, suspension par les responsables des collectivités territoriales du permis d'exploitation des mines artisanales octroyées à des personnes de nationalité étrangère, dissolution en vue du conseil communal, du conseil municipal de Dabia. Eh bien, le gouvernement prend des mesures fortes pour éviter des drames sur les sites d'orpaillage. Ces mesures prises en Conseil des ministres hier font suite aux drames survenus dans les secteurs de Kangaba et de Kenyeba et ont été annoncés et commentés au cours d'un point de presse par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et celui en charge de l'environnement en présence du chef du département en charge de la communication. Compte rendu, Yaya Konaté. Kokoyo, cercle de Kangaba, et Bilali Koto, cercle de Kenyeba, deux sites qui évoquent désormais dans la conscience collective deux drames liés à l'exploitation artisanale de l'or au Mali. Deux drames de trop pour les autorités de la transition qui décident d'agir pour protéger les populations mais aussi l'environnement. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de renforcer les mesures pour éviter les drames humains et environnementaux dans notre pays. Son Excellence le président Goïta a en outre pris les mesures suivantes. L'abrogation des actes de nomination des responsables administratifs directement impliqués dans la surveillance des 10 incidents, préfets, sous-préfets, responsables des forces de sécurité, police, gendarmerie, garde, services locaux des eaux et forêts, services d'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, services subrégional de la géologie et des mines. La relecture de certains textes juridiques pour, entre autres, mettre fin à la transaction dans le domaine environnemental, faciliter la récupération des équipements impliqués dans l'orpaillage, puis les réaffecter dans le patrimoine de l'État. La suspension par les responsables des collectivités territoriales du permis d'exploitation des mines artisanales octroyées à des personnes de nationalité étrangère. Le lancement de la procédure de dissolution du conseil municipal de Dabia. Parmi les mesures citées, on note les dispositions en vue pour mettre fin à la transaction dans le domaine environnemental. Cette disposition qui permettait aux exploitants illégaux de rentrer en possession de leur matériel après le paiement d'une certaine somme. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Avant, on constatait que quand il y a des engins qui sont saisis, on transige, ensuite on remet ces mêmes engins aux différents propriétaires. Et ils reviennent encore pour répéter les mêmes faits. Maintenant, les plus hautes autorités du pays ont décidé de mettre fin à cette transaction. Une fois que les matériels sont saisis, ils sont remis au compte de l'État. C'est à l'État de décider de faire ce qu'il veut à ces matériels. Et le ministre en charge de la sécurité de se réjouir de cette disposition qui met désormais les forces de défense et de sécurité dans leur rôle et renforce l'autorité de l'État dans le contrôle et la surveillance des sites miniers. Général de division Daoud Ali Mohamedine. Aujourd'hui, nous devons renforcer l'autorité de l'État dans le cadre de la gestion et surtout de la surveillance de l'exploitation des ressources minières dans notre pays. Nous ne devons plus être là à venir assister, à venir compter nos morts, présenter les condoléances et retourner. Aujourd'hui, nous devons prendre des mesures fortes pour que nos populations soient protégées à tous les niveaux. Il ne faut pas que pour des intérêts de certaines personnes, de certaines sociétés, nous assistons à des drames. Donc ces mesures visent vraiment à renforcer davantage l'autorité de l'État et à aussi couvrir nos concitoyens, à les protéger. Les mesures du jour constituent un signal fort donné par les autorités dans le cadre de la protection de l'environnement et des populations, mais aussi dans la lutte contre l'impunité. Radio Mali à Bougouni et environ
92.9 MHz en FM. Pendant ce temps, on se prépare à l'inauguration très bientôt de la deuxième mine de lithium du Mali. C'est le constat fait par le gouverneur de la région de Bougouni à l'issue d'une visite de terrain. On en sait plus avec Abdul Karim Konaté. Le gouverneur de la région de Bougouni sur le site de la deuxième mine de lithium du Mali, Bougouni Mining en Ganala, une visite motivée par la volonté du premier responsable de la région de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction estimé à 98%. Mohamed Niaré, directeur pays de Bougouni Mining. Lors de nos précédentes rencontres, on avait promis que l'usine serait complètement finie au premier trimestre de 2025. Je crois que ces promesses tenues. Nous sommes en train de faire les derniers réglages. Boubacar Traoré, EGTF Mining. Nous nous engageons à travailler en harmonie avec la communauté et à respecter les normes environnementales et sociales. Cette visite intervient en prélude à l'inauguration prochaine de cette usine qui entrera à coup sûr dans la chaîne de production. Le gouverneur a visité les coins et les recoins de l'entreprise tels que la carrière, l'unité de concassage et le dépotoir final de Spodimène. À chaque étape, les responsables des lieux ont éclairé la lanterne du patron de l'administration de la 15e région du Mali, général de brigade Ousmane Ouele, gouverneur de la région de Bougouni. Il y a de cela quelques mois, ils s'étaient engagés à terminer les travaux de la phase 1 de leur projet pour fin premier trimestre 2025. Et aujourd'hui, force est de constater que cet engagement a été tenu. L'ouverture prochaine de cette deuxième mine de lithium participe de la volonté des plus hautes autorités de faire de cette ressource un véritable facteur de la croissance économique à l'échelle nationale. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour sa vision très éclairée et son leadership aujourd'hui de rentrer dans le cercle fermé et prisé des pays producteurs de lithium. Une note d'espoir à l'issue de cette visite en ce sens que les travaux sont exécutés à hauteur des attentes. Travaux qui s'acheminent vers la dernière étape donnant lieu à l'inauguration de l'entreprise au bénéfice de la population malienne. Bougouni, Abdul Karim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. AES, actualité. Dans l'espace AES, première escale Burkina Faso, le ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale s'assure de l'effectivité de la mise en œuvre du contrôle de présence des agents du public. Le ministre Mathias Traoré a sillonné plusieurs départements ministériels pour vérifier avec les directions des ressources humaines la présence des agents pour ce premier jour de contrôle. La correspondance de Julie Kayel Kafando de la radio du Burkina. Pour le contrôle, le supérieur hiérarchique immédiat fait le tour des bureaux pour s'assurer de la présence des agents. Des informations qui sont communiquées au directeur des ressources humaines. Au niveau du ministère en charge de l'enseignement de base, ce contrôle est effectif en ce premier jour de mise en œuvre. Alassane Ouattara, directeur des ressources humaines. Quand je suis arrivé ce matin, moi en tant que premier responsable de la direction, j'ai fait le tour de mes chefs de service pour me rassurer de leur présence et j'ai renseigné ma fiche. Comme lui, plusieurs autres directeurs de ressources humaines, notamment des ministères en charge de la communication, de l'urbanisme et de l'économie, ont rendu compte au ministre en charge de la fonction publique. En présence des ministres des départements visités, Mathias Traoré s'est entretenu avec les directeurs des ressources humaines pour s'assurer de l'effectivité de ces contrôles. Chacune des DRH a pris les dispositions, non seulement pour déployer les outils de contrôle, mais aussi pour s'assurer que effectivement le contrôle a été effectif. Il faut signaler que l'agent public a l'obligation d'être présent à son service aux heures de travail, d'exécuter par lui-même les tâches qui lui sont confiées et de consacrer l'exclusivité de son activité professionnelle aux administrations qui les emploient. Cette opération entre dans le cadre de la mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre en date du 10 février 2025 qui institue le contrôle de la présence des agents du public dans les ministères et institutions. La ministre en charge de l'éducation nationale du Niger, Dr Elisabeth Chérif, était au collège scientifique de Niamey afin d'assister à la remise des attestations aux meilleurs élèves du dit collège. Une visite qui vise à encourager les élèves à persévérer dans l'excellence et à saluer l'engagement des enseignants dans l'accompagnement de ces élèves. Compte rendu, Abdelkader Abdourahman de la radio du Niger. À l'entame de cette cérémonie, les élèves du collège scientifique de Niamey ont présenté plusieurs poèmes qui mettent en lumière l'unité nationale et la fraternité entre les peuples de l'AES. Plusieurs prix d'encouragement ont été décernés aux meilleurs élèves en reconnaissance aux meilleurs résultats qu'ils ont enregistrés. Ainsi, le premier prix a été décerné à Obeida Toussoumana avec une moyenne de 18,71.
Le deuxième prix a été attribué à Bachir Issa avec une moyenne de 18,61. Et enfin, le troisième prix a été remporté par Hanan Tassiou avec une moyenne de 18,60. La ministre en charge de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a pour sa part remercié les enseignants avant de prodiguer de sages conseils aux élèves. Alors si nous sommes là pour célébrer les résultats, c'est parce qu'il y a eu derrière ces résultats aussi des enseignants. Chers enseignants, nous vous remercions. Les enfants, vous avez chanté « Construire ensemble un monde de progrès ». De paix. Nous comptons sur vous pour cela. Avec un effectif de 150 élèves et des moyennes allant de 14 à 18,71, cette première promotion du Collège scientifique de Niamey affiche des résultats prometteurs, ce qui témoigne de l'excellence académique qui caractérise l'établissement. Sur la scène internationale, nous sommes en Guinée. Le chef du gouvernement guinéen, Amadou Ouriba, a annoncé hier à la presse un référendum et des élections présidentielles et législatives en 2025, année pendant laquelle le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif dans le pays. Il énumère qu'il y a encore un chapelet de difficultés qu'il faudra surmonter. Selon lui, le fichier électoral peut être source de déstabilisation. En République démocratique du Congo, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs a effectué une visite en RDC du 2 au 5 mars dans le cadre du soutien de l'Union européenne aux efforts régionaux de paix. Il a rencontré le président Félix Tshisekedi, marquant ainsi sa 4e visite dans la région en 6 mois. Hier à Kinshasa, il a réaffirmé la position de l'UE sur le conflit qui secoue la région. Au Mozambique, le président Daniel Chapo et plusieurs représentants de la société civile, religieuse et de l'opposition ont signé hier un accord de compromis politique pour un dialogue national inclusif lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans la capitale Maputo. L'initiative qui vise à rétablir la stabilité politique et sociale au Mozambique fait suite à des mois de contestation post-électorale dans les rues du pays. Cependant, l'opposant Venancio Mondlane, qui revendique la victoire électorale au scrutin d'octobre, n'est pas présent parmi les signataires et la dispersion brutale d'une manifestation hier à Maputo a ravivé les tensions. Les 27 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour un sommet extraordinaire consacré à la défense européenne et à l'Ukraine en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que le rapprochement des États-Unis avec la Russie a créé un sentiment d'urgence. L'UE voudra afficher son unité et tous les États membres ou presque conviennent du fait que l'on est à un tournant avec la possible disparition du parapluie américain. Et terminant par cette actualité, les États-Unis ont eu des contacts tenus secrets directement avec le Hamas en consultation avec Israël, a confirmé hier la Maison-Blanche, alors que le mouvement islamiste est qualifié d'organisation terroriste par Washington. Israël a confirmé hier soir avoir été consulté par Washington sur des contrats, et sur des contacts directs avec le Hamas. Le mouvement islamiste évoque 2 rencontres à Doha. Du sport dans cette édition football en Europe. Ligue des Champions, les 8e de finale aller ont pris fin hier et toujours en foot, cette fois-ci sur le plan national. 5e journée en retard du championnat national de Ligue 1. L'USFAS chute à domicile devant les Super Lions. Et en homme, championnat national de Ligue 1 professionnel, la phase aller a été bouclée mardi. On voit tout cela avec Abdelkarim Kaba. Le championnat national de Ligue 1 professionnel a bouclé mardi sa phase aller. Débuté le 23 novembre 2024, 91 matchs ont été disputés. Pour cette phase aller, 189 buts ont été inscrits. Le Djoliba AC est en tête avec 31 points. Le Stade Malais de Bamako est 2e avec 25 points. Et l'USFAS complète le podium avec 24 points. En bas du classement, l'AS Police est 11e avec 11 points. 12e, FC Diarra 11 points également. L'ASCO occupe la 13e place avec 9 points. Et les Étoiles du Mandé sont 14e avec 9 points moins 12. La phase retour démarre ce samedi avec la rencontre Étoiles du Mandé Afrique Football Elite AFE. Cette 14e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle se poursuivra jusqu'au dimanche avec les autres oppositions. Chez les dames, championnat national de Ligue 1, au compte de la 5e journée en retard, l'USFAS a été largement battu 0-7 par les Super Lions d'Amdalaï. En Europe, Ligue des Champions, le 8e de finale aller
ont pris fin hier. Feyenoord a été battu 0-2 par Inter Milan. Le duel entre les Allemands a tourné l'avantage du Bayern Munich devant le Bayern Leverkusen. Score final 3-0. Le Paris Saint-Germain a été battu à domicile 0-1 par Liverpool. Le FC Barcelone en déplacement gagne par 1-0 devant le Benfica Lisbonne. Déjà mardi, les Real Madrid et Arsenal se sont imposés respectivement face à Atlético Madrid 2-1 et PSV Eindhoven 7-1. Les huitièmes de finale retour sont prévus pour la semaine prochaine. Chronique judiciaire. Le pouvoir judiciaire est exercé au Mali par la Cour suprême et les autres cours et tribunaux. La Cour suprême contrôle la légalité des décisions, juge les décisions qui lui sont déférées. Elle comprend une section judiciaire, une section administrative et une section des comptes. Alors, le numéro du jour s'intéresse à la section administrative de la dite Cour. Comment la section administrative est-elle organisée? Quelles sont ses attributions et les différents types de recours? À la découverte de la section administrative de la Cour suprême avec Garibou Pérou. Une des trois sections qui composent la Cour suprême, nous avons la section administrative. Elle constitue la plus haute juridiction en matière administrative dans l'organisation juridictionnelle. Animée par les magistrats, la section administrative de la Cour suprême est structurée autour de 5 chambres et d'un service du greffe. Souri Diakité, premier rapporteur public de la section administrative de la Cour suprême. Les 5 chambres qui composent la section administrative sont essentiellement la chambre d'annulation, la chambre des contrats administratifs, la chambre des marchés publics, la chambre du contentieux fiscal et la chambre du contentieux électoral. Et enfin, il y a le service du greffe, qui est composé effectivement du greffe de la section, qui travaille en synergie avec le greffe central de la Cour suprême. L'opposition, la tierce opposition, la révision, la rectification et l'interprétation sont quelques voies de recours. Voies de recours contre les décisions rendues par la section administrative de la Cour suprême. Souri Diakité, premier rapporteur public. L'opposition, c'est lorsque une partie au procès, pour des raisons légitimes, n'a pas pu participer au procès, soit par exemple la citation ne lui a pas été remise à personne, ou alors, pour d'autres raisons, elle n'a pas pu légitimement participer au procès, peut introduire un recours en opposition contre l'arrêt rendu pour que la Cour reprenne le procès. Il y a la tierce opposition également, notamment l'article 253 de la loi organique qui régit la Cour suprême. Cet article prévoit que toute personne qui n'a pas été appelé ni représenté à une instance ayant abouti à l'arrêt est admis à faire tierce opposition. Et il y a le recours en révision est prévu par l'article 254 de cette même loi organique qui régit la Cour suprême. Et enfin, il y a le recours en interprétation, il y a le recours en rectification aussi. Le recours en rectification, c'est lorsqu'il y a eu une erreur dans les motifs de l'arrêt rendu ou dans le dispositif de l'arrêt rendu ou dans les visas. Et le recours en interprétation, c'est lorsque, bien entendu, une décision administrative ou alors l'arrêt rendu par la Cour elle-même paraît ambigu aux yeux du requérant. La section administrative a les rapports fonctionnels avec les autres sections de la Cour suprême. Dans l'hypothèse où la Cour décide de casser l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel et de ne pas renvoyer, en ce moment, la Cour prend les choses en main, en ne plus renvoyer l'affaire devant une quelconque Cour administrative, mais de décider à son propre niveau. Cela est tout à fait une situation spécifique, parce que la norme des choses, c'est que la Cour doit casser et renvoyer à la Cour administrative d'appel. Parce que tout simplement, et ici, à la section administrative comme à la section judiciaire, la juridiction de cassation est une juridiction qui juge en droit. Et quand les juges du fond défèrent leur dossier à notre niveau ici, à nous de juger sur le droit. Est-ce que la Cour administrative d'appel a effectivement dit le droit ou pas? On ne revient pas sur les faits.
Les types de recours possibles sont les recours en annulation pour excès de pouvoir, les recours de plein contentieux ou recours de pleine juridiction et les recours contre les résultats des élections des collectivités territoriales. La section administrative de la Cour suprême est animée pour la manifestation de la vérité et l'égalité de justice selon les dispositions nationales. 7h21, une belle équipe derrière cette édition mise en onde bien assurée par Alou Koulibaly, mise en ligne Amadi Sow, réalisation coordination Ousmane Dao, présentation Moussa Papa Aïdara, tous les plaisirs étaient pour moi. Tout à l'heure, vous allez avoir la page météo, suivront les avis et communiqués avec Fousséni Diarra. Merci à tous pour votre attention. La rédaction vous donne rendez-vous à 13h. Ousmane Dao sera là pour la deuxième édition. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive, fructueuse journée à tous et que le bon Dieu nous accorde les bienfaits du jeûne.